Oui, allô, bonjour. Je suis devant la porte avec mon collègue. Vous voulez faire le tour par vous êtes en face par la droite, vous rentrez dans la cour. Nous sommes invités par Dominique, 62 ans. Originaire du Var, elle s'est récemment installée à Moëlan-sur-Mer, proche de Quimperlé, dans le Finistère. Bonjour. Bienvenue. Ça, c'est super beau, hein. Alors, en fait, c'est pas chez nous, on est en location, en colocation. L'idée étant pour moi de rester quand même en lien avec les éco-villages, et je vais certainement acheter une petite roulotte pour me mettre quelque part où ça sera bien. Voilà. Pour garder un peu les deux aspects qui m'intéressaient, qui étaient la Bretagne, pour faire la chaleur du sud, et le deuxième versant, c'était m'approcher des écolieux et puis voir si je peux y trouver une place. C'est vrai que ça peut être dramatique, hein. Si tout se fait, l'effet domino joue entre l'électricité, les centrales nucléaires, les hôpitaux fermés, les virus, c'est peut-être une vision catastrophique. Je sais pas comment c'est Walking Dead, mais moi je vois bien des gens dans les bois et des gens dans les villes qui s'entretuent. Je me prépare psychologiquement. Je ne sais pas comment ça va tourner. On peut aussi imaginer qu'il y ait un revirement positif. Mais tu sais, je pense que même si au début dans les villes ça va être dur, après les gens des villes, quand ils auront mangé tout ce qu'il y a à manger, ils iront dans les campagnes et la guerre sera la même. Isabelle et Dominique sont collapsologues, c'est-à-dire convaincus qu'un effondrement du système peut survenir à tout instant. Pour s'y préparer, elles ont toutes les deux choisi la Bretagne. Pour mieux comprendre ce qui anime ces effondristes, nous avons parcouru la région à leur rencontre. Le système, là, comment il fonctionne aujourd'hui, il va à sa perte via l'effondrement. L'effondrement systémique et mondial, d'une part, ça n'est pas une petite catastrophe locale, c'est quelque chose où en gros il n'y a plus d'État dans aucun pays. On sent ces dysfonctionnements depuis longtemps. Avant même qu'on ait parlé ou qu'on ait pris conscience qu'un effondrement était possible. Mais ces dysfonctionnements, on les ressent et on a toujours été, disons, dans une position où on était inconfortable dans le système. La Bretagne avant l'effondrement, un podcast des étudiants de Sciences Po Rennes pour France 3 Bretagne. Les éléments de la vie la plus élémentaire, avoir de l'eau potable, avoir de la nourriture saine, avoir de l'énergie, tout ça deviendra les éléments principaux de détermination de la survie. Rejoindre la Bretagne pour anticiper un effondrement du système. Ce n'est pas une mode à proprement parler, ils sont encore peu à le faire, mais le phénomène semble prêt à prendre de l'ampleur. Depuis 2015 et la publication de Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, progresse l'idée d'un effondrement global, convergence fatale de crises touchant plusieurs domaines. Ce livre clé, c'est un Breton qui l'a postfacé en la personne d'Yves Cochet, ministre de l'Environnement entre 2001 et 2002. Pionnier de la collapsologie en France, il enchaîne les sorties médiatiques, annonçant une catastrophe imminente. Il s'y prépare sur un terrain de 7 hectares, à quelques kilomètres au nord de Rennes, où il a accepté de nous rendre visite. On a beaucoup sous-estimé les dangers que maintenant on a analysés, et donc les rapports sont de plus en plus alarmistes. Les savants eux-mêmes montrent que les trajectoires qu'ils avaient prévues il y a 25 ans ne sont pas du tout celles qu'on suit réellement, mais des trajectoires beaucoup plus dangereuses. J'estime que dans les années 30, 40, il y aura un effondrement général dans tous les domaines de la vie. L'eau, l'alimentation, l'énergie, l'habitat, les systèmes financiers, les systèmes de santé, etc. Tout va s'effondrer. Alors, quel sera le premier facteur parmi ce processus multifactoriel? Peut-être bien, on le voit actuellement, on parle aujourd'hui, on est le 3 mars 2020, mais peut-être bien que ça sera une épidémie mondiale, hein, c'est possible ça.
personne n'y sent exactement, personne. Mais lorsque la situation devient tendue, dans des situations de guerre civile, d'épidémie, des situations de catastrophes naturelles, entre guillemets, bien entendu, hein, que seront les cyclones, les ouragans, les inondations, les sécheresses, les gens qui sont dans le service de l'État, le service public, les infirmières, les flics, les docteurs, ont choisi, c'est un choix tout à fait dramatique, est-ce que je vais au secours des autres au péril de ma vie, ou bien est-ce que j'essaie de trouver un endroit, lequel d'ailleurs, où aller? Nous sommes à la Maison de la Consommation et de l'Environnement, à Rennes. À l'initiative de Maxime Thual, un informaticien rennais, une trentaine de personnes sont réunies pour mettre en place leur projet d'éco-village et apprendre à se connaître. L'effondrement s'immisce rapidement dans les débats. À moins qu'il y ait une autre question, sinon on peut tenter un autre truc brise-glace, un peu marrant, c'est on essaye de se mettre en chaîne dans l'ordre d'âge. Donc il faut discuter avec ses voisins, essayer de trouver où vous êtes. Qu'on voit. Ouais. Sinon j'ai une question vite fait. Qui apporte de la collapsologie ou a des craintes par rapport à ça? Qui a des craintes par rapport à la collapsologie? Est-ce que le mot parle effondrement? Dans la salle, à peu près la moitié des participants se disent collapsologues ou effondristes. Au centre de leur démarche, la recherche d'autosuffisance en eau, en nourriture ou encore en énergie. Après, on parlait d'autonomie à l'alimentation, mais en fait, le plus important, c'est l'eau, hein, parce qu'on vit 3 jours sans eau et 3 semaines sans alimentation. Donc en fait, si on parle d'autonomie, on parle aussi d'autonomie en eau. Et moi, je sais que sur mon projet, c'est le premier truc que je veux faire, c'est la récupération d'eau de pluie, voilà, dans les cuves, l'eau alimentaire et l'eau. Un projet avec encore des toilettes à eau, juste impensable, quoi. Oui, d'accord, c'est direct, oui, ouais. Ça c'est sûr. Après, c'est vrai que sur l'eau chaude et puis le chauffage, il y a quand même pas mal de solutions qui ne nécessitent pas d'électricité. Genre les panneaux thermiques, c'est beaucoup plus efficace qu'un panneau solaire, quoi. C'est ici que la Bretagne entre en jeu. Certes, la région manque de bois, utilisé pour cuire et se chauffer de manière autonome. Mais ses ressources en eau, son climat, ou encore la relative distance qui la sépare des sites nucléaires les plus proches, attirent ceux qui souhaitent s'affranchir d'un système au bord du précipice. Vas-y, viens, arrête la voiture, je pense. On va descendre. Bonjour, en fait on fait un reportage sur les gens qui viennent s'installer en Bretagne par rapport au réchauffement climatique. Du coup on a fait le détour au cas où, voir si on peut vous poser quelques questions et tout. Bah déjà entrée. Ah c'est super, c'est bien. Ouais, on peut faire ça. Jessie, David et Lynn sont tous les trois normands. L'été dernier, ils se sont installés à Priziac, dans le Morbihan. Sur un terrain de 15 hectares, constitué aux 2/3 de forêt, ils ont dispersé des yourtes et des roulottes et entamé l'été dernier leur projet d'éco-village autonome à base de permaculture. Jessie, 26 ans, est interne en premier semestre de médecine générale. Alors nous, on est conscient de tous les enjeux scientifiques et de tout ce qui se passe. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi la Bretagne, c'est aussi pour des enjeux climatiques. C'est de savoir que oui, en effet, habiter dans le sud de la France, c'est pas une bonne idée pour l'avenir. Jessie vit avec son petit frère, David. À 23 ans, il est surveillant dans un collège voisin mais souhaite s'orienter, à terme, vers le maraîchage. Donc pouvoir être autonome, avoir une partie boisée aussi pour l'énergie, et aussi surtout un point d'eau pas loin. Ça c'était vraiment une des caractéristiques qui pour nous était hyper importante, qu'on puisse avoir soit un ruisseau qui passe à côté, soit un puits, soit un lac. Après il y a un terreau militant assez important en Bretagne, qui fait que du coup de démarrer un projet comme ça ici c'est plus facile entre guillemets. Il y a déjà tous les réseaux qui sont faits, il y a vraiment plein de choses, donc ça aide pas mal pour un projet comme ça. Il y a aussi le fait qu'en Bretagne il n'y a pas de centrale nucléaire en activité. Là-bas on a un chemin qui va jusqu'au lac du coup, où on a des canoës, où on passe pas mal de temps des fois à aller se
poser sur le lac ou se baigner en été, c'est pas mal. Chaque individu ou couple ou n'importe a son habitat en fait propre, son petit cocon sur le lieu. On est autour de l'habitat léger, démontable. Là, donc c'est des yourtes, c'est un dôme géodésique, c'est une petite cabane en bois, c'est des choses comme ça. Et là, juste ici, je sais pas si vous voyez, c'est des douves et c'est en fait les ruines d'un château là, ici. Et là, c'est donc on voit 4 tours à 4 coins. Est-ce que tu veux qu'on aille vite fait voir le champ là? Ouais, le champ, regarde. Le système là, comment il fonctionne aujourd'hui, il va à sa perte via l'effondrement. On sent ces dysfonctionnements depuis longtemps. Avant même qu'on ait parlé ou qu'on ait pris conscience qu'un effondrement était possible. Mais ces dysfonctionnements, on les ressent et on a toujours été, disons, dans une position où on était inconfortable dans le système comme dans lequel il était, parce qu'on sentait bien que c'était pas sain, à la fois pour nous, à la fois pour l'environnement, à la fois pour tous les êtres vivants. Qu'il y ait des risques d'effondrement de notre société thermo-industrielle aujourd'hui, ou pas, on vivrait exactement de la même façon, on vivrait quand même sur le lieu ici, on ferait un potager, on essaierait d'être autonome en nourriture. Que la menace d'un effondrement se concrétise ou non, ce type de démarche semble loin d'être une curiosité pour les spécialistes, à commencer par Franck Barrère, climatologue à Météo France. Toutes les références vont changer. Il y aura des migrations humaines, il y aura des migrations économiques. Il y aura un air qui deviendra parfois irrespirable en été dans certaines villes françaises. Il n'y a pas que le climat qui va être bouleversé, il y a toute notre vie, notre mode de vie qui va être bouleversé. Donc certains qui prennent cette hypothèse qui est pour l'instant l'hypothèse la pire, essayent d'anticiper et puis essayent de changer de mode de vie et d'assurer leur subsistance alimentaire par exemple. Bon, c'est des choses qui se comprennent tout à fait, hein. C'est des choix de vie, mais ce qui est clair, c'est qu'il va falloir changer, de mode de vie, et pas à petite échelle. Hein. Donc ce n'est pas seulement les quelques personnes, les quelques collapsologues qui commencent à le faire, mais c'est tout le monde qui va devoir changer de mode de vie. Sur les réseaux sociaux, les groupes effondristes fourmillent d'argumentaires désignant la Bretagne comme un terrain favorable à la recherche d'autonomie. La région devrait continuer à attirer les collapsologues, dont les convictions pourraient s'affirmer au rythme des crises et des bouleversements climatiques. La Bretagne avant l'effondrement, un podcast réalisé par Frédéric Jouvet, Arthur Sautrel, Clément Lemerlu, Chloé Berry et Maxime Pechkeshian. Musique originale de William Petrini. Plus 1,5 degré, la Bretagne dans l'urgence climatique, un dossier à retrouver sur le site de France 3 Bretagne.